Bonjour, merci infiniment d'être venu entendre mon histoire. Merci Jacques de m'avoir invité. Si vous êtes des fidèles des matins créatifs, vous avez l'habitude d'entendre des choses, tu as dit des conférences folles, mais vous êtes habitué de rencontrer des gens éloquents, structurés, qui disent des choses intelligentes et tout. Or, vous êtes un public formidable aussi. Or, je suis invitée, je vais mettre la table tout de suite. Je suis invitée parce que il y a 8 mois, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Donc, depuis, j'ai eu 10 traitements de chimiothérapie, 2 opérations, 19 traitements de radiothérapie. J'ai commencé l'immunothérapie et aussi l'hormonothérapie. Donc, je ne suis pas au maximum de mes capacités. Les médecins ont été clairs. Oui, ça joue dans le cerveau, ça laisse pas des séquelles permanentes, mais de façon temporaire, ça pourrait un petit peu altérer la concentration. Donc, comme je suis une survivante, je me suis écrit un texte et ça se peut que j'y réfère. C'est ma bouée de sauvetage sur la grande tempête de laquelle j'ai survécu. J'ai bien survécu et je vous rassure tout de suite, ça va être une conférence pas si lourde que ça quand même. Parce qu'effectivement, j'ai été invitée par Jacques pour mon histoire de cancer, mais aussi parce qu'il est arrivé quelque chose de spécial par rapport à cette histoire-là. Oui, parce que le cancer, c'est pas spécial. Oui, non, mais Selon les statistiques qui ont sorti cette semaine, un Canadien sur deux va être diagnostiqué dans sa vie. c'est ce que j'allais dire. Ça devient de moins en moins Voilà. spécial. Mais quand même, c'est quand même spécial de penser que c'est vrai qu'on peut mourir. C'est vrai que c'est spécial. En tout cas, pour moi, à 47 ans, c'était la première fois. C'était peut-être la période de ma vie la plus dangereuse. C'est-à-dire que, tu sais, je me suis jamais retrouvée dans une situation où ma vie était autant menacée. J'y ai pensé sincèrement. Il se peut que je meure. Et c'est quand même un peu fréquent, quand même. Euh, mais on s'en sort quand même. Et là, je vais référer à mon texte parce que je suis une survivante et que, comme je le disais, j'ai tous les droits. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qui a amené un petit peu à inviter Isabelle, c'est de dire qu'en tant que survivant, tu te permets des choses que tu te ne permettais pas avant. Oui. Il y a une licence d'exister qui est très différente. Excuse-moi, continue. Écoute, vas-y tant que tu veux. Intervenez, même si vous voulez, on jase, là. Donc, entre le premier rendez-vous avec mon médecin qui a dit j'aime pas ce que je vois et le diagnostic final, il s'est écoulé 50 jours. Très précisément, j'ai calculé hier, c'est la première fois, je pense. 50 jours, évidemment, au cours desquels j'ai trouvé ça un peu difficile. À chaque jour, à chaque étape, à chaque examen, les taux se resserraient de plus en plus. Donc, la possibilité de mourir devenait de plus en plus grande, surtout que ça s'est déjà vu, des personnes jeunes mourir. On en connaît tous, on connaît des drames autour du cancer et tout. Ça fait que c'est impossible que ça effleure pas l'esprit, bien sûr. Alors, j'ai traversé toutes sortes d'émotions, j'ai envisagé toutes sortes de scénarios et voilà. Quand la mort est vraiment envisageable, la vie prend un tout autre sens, évidemment. Finalement, le diagnostic est tombé, cancer du sein de stade 2, un cancer hormonal qui se guérit bien avec un taux de survie autour de 90 %. Alors, franchement, c'était vraiment, vraiment des bonnes nouvelles. Et si l'histoire s'arrêtait là, bien, la conférence serait finie, puis on n'en parlerait plus parce qu'effectivement, il suffisait de passer à travers les traitements, puis d'être déclaré en rémission et on passe à d'autres choses. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial dans mon cas pour que je vienne vous en parler? En fait, il ne s'est rien de passé spécial pour moi spécifiquement. Il s'est passé ce qui se passe pour toutes les personnes qui sont victimes d'une maladie grave ou de quelque chose de tragique, je dirais, dans la vie. Il s'est passé que j'ai eu à le dire, que j'ai eu à l'annoncer comme tout le monde qui a une mauvaise nouvelle à annoncer. Et ça a été vraiment quelque chose.
je l'ai réalisé vite, qui était très, très, très difficile, énormément difficile. Par un concours de circonstances un peu trop long à expliquer, il se trouve que j'ai su que j'avais le cancer une semaine avant d'avoir le diagnostic précis puis de rencontrer mon oncologue. Donc, pendant une semaine, je sais que j'ai le cancer, je sais que... mais je ne sais pas comment il est grave, je ne sais pas si je vais en mourir, tout ça. Ça fait que pendant cette semaine-là, j'ai commencé à l'annoncer à mes proches, à la famille de mon chum, à quelques collègues avec qui j'ai des projets puis qui vont être compromis, évidemment. Alors là, je réalise à quel point c'est difficile à dire. Utiliser ces 3 mots-là. J'ai le cancer. J'ai vraiment l'impression de péter la gueule du monde à qui j'ai à annoncer ça. Fait que... Tu as essayé plusieurs tactiques. Ah oui, ben j'ai essayé toutes sortes de tactiques. J'ai fait... Le grand détour. Oui, oui. J'ai pris beaucoup, beaucoup de temps, c'est ça, pour dire, là, j'ai quelque chose à t'annoncer, tu vas voir, ça ne sera pas facile, mais c'est bon. Mais surtout, reste calme, tu vas voir. Puis là, ben, plus je parle, plus c'est difficile. J'ai essayé aussi de minimiser l'affaire. J'ai le cancer, mais c'est pas grave du tout, du tout, du tout. Ben ça non plus, ça marchait pas. Qu'est-ce que j'en ai essayé une autre aussi là qui était. Ah oui, j'ai essayé de dire, je vais te dire quelque chose, c'est dur à dire. Mais j'aimerais ça que tu ne trouves pas ça dur, parce que c'est dur à dire. Alors, ça non plus, ça ne marchait pas. Non, il n'y a rien qui marchait. Puis je me rendais compte qu'effectivement, chaque fois que j'avais à l'annoncer, les gens se retrouvent dans une situation, c'est vraiment pas cool pour eux. Ils reçoivent cette grosse nouvelle-là, ils se sentent obligés de dire des choses rassurantes, des choses gentilles, mais ils sont tellement sous le choc eux-mêmes que là, finalement, c'est toi qui se retrouves à les rassurer, à les consoler. Puis en plus, ça prend du temps, c'est long, ça prend 2-3 heures à chaque fois. Il faut raconter à nouveau l'histoire. Tout ça, la première fin de semaine, j'ai annoncé à 4 personnes. J'étais épuisée, ça avait pris tout mon temps. J'ai dit, mon Dieu, mais comment je vais faire pour me sortir de cette histoire-là? Parce que c'est vraiment compliqué. Et pendant les 50 jours qui avaient précédé le diagnostic, j'essayais de repousser un peu quand même là, l'ultimatum. En fait, c'est-à-dire que j'avais encore des chances que ce ne soit pas du cancer. Donc, je me disais, on traversera le pont ou la rivière, rendu au pont ou à la rivière, en tout cas, dans le sens que vous voulez. Mais donc, je me posais je savais que les questions étaient là, mais je n'avais pas de réponse. Une chose que je m'étais dit, par exemple, c'est sûr à 100% que ça ne se ramassera pas sur Facebook. C'était pas une option pour moi. Il y avait quelque chose Facebook, il y avait quelque chose de futile, de superficiel, d'un peu vulgaire même dans Facebook. Oui. Ben, tu sais, puis c'est ça, tu sais, Facebook. Non, ben c'est ça. En plus, parmi mes contacts Facebook, j'avais des gens que je connaissais qui avaient, tu sais, documenté leur maladie, puis posé leurs cicatrices, puis justement fait un piece dans des situations un peu inconfortables, tu sais. Puis justement, c'est pas que je jugeais ça, mais je me disais, ça crée un malaise. Tu sais pas si tu peux mettre un pouce, une larme, tu sais pas, tu sais, c'est un peu, c'est ça, c'est inconfortable. Puis je me disais, je veux pas être dans cette situation-là. Et en plus, on sait que Facebook, c'est l'endroit aussi, c'est l'endroit de tous les dérapages, de toutes les bêtises humaines et tout. Puis je me disais, s'il y a de quoi j'ai pas besoin, c'est bien de me ramasser au cœur d'une controverse sur Facebook ou je ne sais trop. Donc, je vais me tenir loin de ça. Donc, ça, c'était exclu. Il fallait que je trouve ailleurs une façon de régler mon problème de communication et de parler, ne serait-ce qu'avertir mon entourage. Bon. À ce stade-ci de l'histoire, il faut que je vous dise que j'appartiens au monde du théâtre, cette merveilleuse grande famille du théâtre. Tu sais, puis on est de Québec. Vous avez sûrement, comme moi, peu importe le milieu dans lequel vous êtes, avez entendu
des gens d'ailleurs dire c'est petit, Québec, petit village, tout le monde se connaît, gna gna. Bon, ça. C'est vrai, puis pas en même temps. Parce que le milieu du théâtre à Québec, il compte, je dirais peut-être, il y a des gens du théâtre ici, vous me direz si j'ai raison, 200-300 personnes, je ne sais pas, mettons, si on compte là, tous les travailleurs culturels puis tous les concepteurs, mettons 500. C'est pas beaucoup, mais inviter 500 personnes à bruncher, ça va peut-être être vraiment un peu serré dans la cuisine. Ça fait beaucoup de monde quand même, mais c'est vrai que c'est assez petit pour que tout le monde se connaisse puis que tout le monde a déjà travaillé avec tout le monde. Puis tu sais, quand tu as travaillé avec quelqu'un en théâtre, tu fais partie de son cœur à jamais, tes frères et sœurs de sang de théâtre et tout. Et donc, on est très liés, on s'aime énormément et tout ça. Donc, tout c'est, tu sais, sur 500 personnes, mettons, j'en ai 480 qui sont mes amis puis qu'il faudrait que j'invite à mon mariage si je me mariais, là, tu sais. C'est ça, ça en fait des 2 heures. Bien, 2 heures chaque personne, c'est un peu, c'est ça, justement, ça devient une montagne aussi grande, aussi importante, mais pour vrai, que la maladie elle-même, en tout cas, au moins à ce stade-là où j'en étais, aussi importante, aussi, en tout cas, au moins aussi compliquée. Donc là, Il n'y a pas de traitement. il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. Puis, tu sais, à l'hôpital, à la clinique du sein, il y a vraiment toute une équipe qui aide vraiment beaucoup et tout ça. Mais pour la communication, je ne peux pas compter sur une formidable équipe comme au Creative Morning. Alors, je suis comme un peu tout seul dans ma barque, là, justement, là, puis la tempête commence, là, tu sais. Ça fait que il est arrivé un moment vraiment déterminant. Bien, c'est-à-dire que mon histoire arrive à un moment déterminant. Je reçois le diagnostic final, justement, le truc, l'espèce de bonne nouvelle qui fait que j'en mourrai pas, qui me convainc que j'en mourrai pas. Ça arrive le 15 septembre 2016, là, à l'automne. Le 15 septembre, cette semaine-là, c'est la rentrée théâtrale à Québec. Toutes les productions recommencent, tout le monde se retrouve après l'été, tout ça. Il y a des premières un peu partout. Et le 15 septembre, c'est la première de 887 au Théâtre du Trident. 887, c'est une pièce de Robert Lepage extraordinaire, magnifique, merveilleuse, qui fait le tour du monde. On a la chance de l'avoir ici à Québec. Il n'y a plus de billets, ça fait longtemps. Mais moi, j'ai des billets pour la première. Puis c'était la rentrée. C'était extraordinaire. Tout le monde était là, tout le monde était de bonne humeur, tout le monde se retrouvait. C'était un spectacle de notre roi, Robert. Alors, tout le monde était content d'aller célébrer tout ça. Oui, non, c'est ça. Alors, nous, on a eu, à 4 heures de l'après-midi, on a ces bonnes nouvelles-là. Pour nous, c'est des bonnes nouvelles parce qu'effectivement, comme je me disais que peut-être, le matin, quand je me suis levée, je me suis dit peut-être que je vais apprendre que je vais mourir tantôt. Apprendre que j'ai 90 de chances de survivre, c'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Ça fait qu'on va chercher des poutines, on fait un gros party avec les enfants pour souper. Et on se dit avec mon chum, pourquoi n'irions-nous pas voir le 887? Tu sais, c'est pas, bon, c'est une journée un peu spéciale, mais on ne manquera pas ça, tu sais. Fait que, parce qu'on n'aura pas de billets après. Fait qu'on y va. Moi, j'y vais pensant que je suis capable, tu sais. Et finalement, je passerai une des pires soirées de ma vie, tu sais. Pourquoi? Bien, pas à cause du show, je vous jure, le show était vraiment très, très bon. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que si ça repasse, tout le monde ici, vous allez voir ce show-là. Bon. Non, ce qui arrive, c'est qu'effectivement, le milieu est réuni. Tous mes amis, là, tous mes 480 amis formidables sont là. Même Et les 20 que tu connais. oui, c'est ça. Tout le monde est là et tout le monde est heureux et tout le monde se parle. Et moi, je les regarde, là, parce que vous savez comment c'est fait là, quand on descend à la salle Octave Crémazie. Il y a un escalier, puis là, on peut voir tout le monde. Ça fait que je les vois comme un peu d'au-dessus. Tout le monde se parle, tout le monde est heureux. Et moi, je me sens un peu, si vous connaissez les Harry Potter, vous allez peut-être savoir la référence, je me sens comme un détraqueur qui aspire la joie des gens. Je me dis, bon, d'abord, j'ai dit à quelques personnes, je sais que quelques personnes savent que j'ai le cancer, puis je ne sais pas où en est rendue la rumeur. Je sais, c'est pas une, je suis convaincue de la bienveillance de tout le monde, puis personne n'a me mêlé, puis tout ça, sauf que il se peut que les gens en aient parlé, tu sais. Et moi, je ne sais pas qui le sait et qui ne le sait pas.
Donc, j'arrive au parterre et là, je suis hyper suspicieuse, tu sais. Je regarde les gens me parlent, puis je sais que les gens ne savent pas si moi, je veux qu'on en parle. Fait qu'on a des conversations, tu sais, j'ai des micro-conversations avec les gens. On se regarde dans les yeux, on ne sait pas trop. Je sais que je vais croiser les personnes qui le savent, qui vont me faire « Oh, oh. » Mais une seconde avant, il était super heureux. Puis moi, je suis celle qui apporte cette mauvaise nouvelle-là. Et j'ai tellement pas envie de ça. Et je sais que, mais par-dessus tout, c'est un immense malaise. C'est ça qui est infiniment pire pour moi. Alors, j'ai un manteau, j'ai une capuche, je vous jure, je fais comme un adolescent de 13 ans. Je me cache dans ma capuche. J'essaie de montrer le moins possible mon visage. Je longe les murs, puis je vais vraiment me cacher dans la salle. Bon, j'écoute la pièce, c'était merveilleux. Mais aussitôt que la pièce est finie, je me sauve encore en courant à la maison, en essayant de voir le moins de personnes possible, parce que je ne suis pas capable de vivre dans ce malaise-là. Et là, j'arrive chez nous, puis là, je ne dors pas de la nuit. Là, c'est vrai, je fais comment je vais me sortir de ce pétrin-là? Tu sais, c'est vraiment. Ça me semblait sans issue. Mais en fait, c'est ça. Là, j'envisage plein de solutions, dont celle de m'enfermer pour une année complète dans la maison sans sortir. Tu sais, je me dis, j'envisage sérieusement cette option-là. Parce qu'en plus, comme j'ai le cancer, je vais perdre mes cheveux. Puis ça va être visible. Puis la perruque, c'est pas une bonne solution, là. Tout le monde va savoir que j'ai une perruque parce que j'ai jamais des cheveux bien peignés comme une perruque. Puis ça, tu sais, ça se pourra pas, là. Ça fait que, tu sais, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir cacher. Je suis déjà comme épuisée. C'est même pas commencé, puis je suis épuisée. Donc, après une nuit d'insomnie, j'ai un chien. Il faut quand même sortir le chien pour qu'il fasse ses besoins. Ça fait que je vais promener le chien, puis je rencontre une amie, une bonne amie à moi que j'aime beaucoup. Et on discute de tout ça. Et c'est comme si la solution apparaît à ce moment-là, vraiment très, très clairement. Je me dis, OK, ce qu'il faut, c'est un mode d'emploi. Ce qu'il faut, c'est que moi, je définisse ce que moi, j'ai besoin et que je le dise. Il faut que je parle. Il faut que... Mais effectivement, je ne pourrais pas répéter 480 fois à tout le monde. Donc, je reviens complètement sur ce que j'avais pu penser et je vais me servir de Facebook. Ce sera mon ami. Donc, je reviens à la maison, puis vraiment, en 20 minutes à peu près, j'écris un très, très long message. Oui, le genre de message qu'on ne pourra jamais le temps de lire au complet. Oui, c'est ça, effectivement. Oui, c'est ça. Le message que ça fait ça quand on le voit, là. J'ai écrit un long message sur mon profil Facebook que je relis à peine. Là, tu sais, je fais envoyer. Et à partir du moment où je clique sur envoyer, je suis absolument complètement libérée. Je suis d'un poids encore plus lourd que j'imaginais sur mes épaules. Je fais advienne que pourra. Maintenant, ça y est, c'est parti. En fait, j'en ai écrit plusieurs de ces messages-là, mais je vais vous lire le premier, ce premier-là, ce message-là que j'ai envoyé à mes amis Facebook. Alors, ça allait comme suit. Ami, je ne pensais pas t'écrire ça sur Facebook. C'est une nouvelle un peu plate et j'étais résolue à t'écrire en privé pour te le dire, mais j'ai changé d'idée et je vais te dire pourquoi tantôt. En attendant, voici la mauvaise nouvelle. J'ai vu un oncologue hier qui m'a confirmé que j'ai le cancer du sein. C'est un cancer de stade 2 de type carcinome canalaire infiltrant. Ça, je l'ai écrit là, pour les cracks là, qui veulent tout savoir. Là. Je vais faire de la chimio pendant 6 mois pour essayer de réduire la masse le plus possible et je serai opérée probablement en mars. La chimio est plutôt agressive et je ne pourrai sans doute pas garder mes cheveux. Alors, tu risques de me voir bientôt avec un coco, une perruque rose ou un assortiment de turbans et de chapeaux. Se glissent quelques bonnes nouvelles au travers de tout ça. Tous les examens que j'ai passés sont normaux et il n'y a pas de raison de croire que les ganglions sont affectés. Les petits cancers cachés sont vicieux et difficiles à traiter. Le mien est connu, gros, niaiseux, presque naïf, facilement attaquable. Les chances sont très bonnes pour que je conserve mon sein. Dans les circonstances, c'est le scénario le plus positif et moi, mon chum et mes enfants, on est sereins et optimistes. Côté travail, je prends officiellement une année sabbatique. J'ai déjà contacté plusieurs des personnes avec qui j'ai des projets, mais pas tout le monde. Si on a un projet ensemble, ne t'inquiète pas, je t'écris en privé dans vraiment pas long. Mine de rien, ça met un peu dans le jus d'avoir le cancer. À cette heure,
Pourquoi je te le dis de même, publiquement, sans égard à la qualité et à l'intimité de notre relation? D'une part, parce que je n'arrive pas à faire la liste de ceux qui méritent un message privé. Quoi? Faire une hiérarchie? Non. Bien sûr, je pourrais me taire. Beaucoup le font dans des cas de même. Ma mère, que j'aimais tant et qui est morte du cancer du poumon, je ne vous l'avais pas dit, mais ça faisait partie aussi de ma très grande peur, ma mère qui était morte du cancer du poumon. Donc, ma mère, que j'aimais tant et qui est morte du cancer du poumon, craignait compulsivement les ragots et elle a gaspillé beaucoup d'énergie à cacher les détails de sa maladie. Mais elle a fait des tonnes de choses d'autres. Oui. Mais elle a fait des tonnes d'autres choses absolument merveilleuses. Je la comprends tellement maintenant, ma mère et tous les autres qui ont choisi de se taire. Peut-être plus que la maladie elle-même, la gestion de la communication dans la maladie est la pente pour expert de mon expédition en ski. Difficile, épeurante, rochante. Mais tu es mon ami et tu me connais. J'ai besoin de parler. Ça me fait du bien. J'ai besoin de rire et de partager. J'ai choisi la transparence. Alors voilà, je t'écris tout ça sur Facebook. Ça nous évite le terrible face-à-face ou la conversation au téléphone, alors que moi, je bégaye et que toi, tu es sous le choc et que tu ne sais pas quoi dire. Comme ça, tu as l'information exacte en même temps que tout le monde et tu peux prendre le temps de digérer la nouvelle. Maintenant, si tu le permets, je vais profiter de l'occasion pour te donner un petit mode d'emploi concret pour la suite des choses. On dit souvent qu'on est mal à l'aise et qu'on ne sait pas comment agir avec les gens parce qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent. Alors, je vais te le dire, de même, simplement. Voici les règles de base. 1. Si tu étais content avant de me croiser, continue d'être content. Rien de pire que de se sentir comme la pluie qui débarque dans un party ou au Creative Morning. Parle-moi franchement. Je vais répondre à tes questions. Ce ne sera pas un problème. Ne me propose pas de thérapie alternative. Ça, c'est un des meilleurs moves que j'ai fait parce que 2 jours après, il y a toute l'histoire. Ah, mais toute l'histoire de Josée Blanchette est sortie 2 jours après. Là, vraiment, là, j'ai tellement bien fait d'écrire le numéro 3. Ne me propose pas de thérapie alternative ou de jus spéciaux miraculeux. Ne me parle pas de l'arnaque de la médecine moderne. Je sais que tu es bien intentionné, mais je suis bien traitée et je compte bien m'en sortir en suivant le chemin que j'ai choisi. 4. Tu peux me raconter, par contre, les histoires de ta tante, de ta voisine ou de ta prof qui a eu le cancer. Tu me connais, j'adore les histoires, même celles qui finissent mal. 5. Parle-moi de toi. Raconte-moi tes trucs, comme si je n'avais pas le cancer. Et 6. Fais-moi un câlin. Dis-moi ou écris-moi un mot gentil, parce que tu es mon ami et que tu m'aimes bien. Et là, j'ai écrit en parenthèse, si jamais on est amis Facebook et que tu ne m'aimes pas beaucoup, c'est peut-être l'occasion de t'éclipser en douce discrètement. Et là, j'avais terminé mon message en disant, je ne prétends pas que mes souhaits puissent convenir à tous ceux qui sont malades. Mais voilà comment moi, j'aimerais que tu réagisses quand tu me verras. Je devrais commencer les traitements mardi le 27. Je te donnerai des nouvelles, mon ami. D'ici là, porte-toi bien. Et là, ben, j'ai écrit puis envoyé mon message tellement vite que j'ai même pas réfléchi aux conséquences parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, c'était un geste éminemment égoïste. C'était vraiment pour moi me débarrasser de ce poids immense-là. Mais il y a eu évidemment une tonne de conséquences, de réactions que je n'avais pas anticipées. Et c'est peut-être dans les raisons qui font que je suis ici à matin, les retombées inespérées de ce message-là et des autres qui ont suivi parce que j'en ai écrit 5 autres après pour tenir les gens au courant de ce qui m'arrivait, puis qui étaient toujours un peu dans le même ton, puis qui étaient toujours un peu mélangé avec un peu d'humour. Puis j'ai raconté aussi les épisodes, tu sais, tout n'a pas été une partie de plaisir, évidemment. Il y a des choses qui n'ont pas bien été. J'ai été opérée d'urgence à cause d'une complication. On a décelé un facteur de risque accru, tout ça. J'ai rien caché de ce qui était plate, mais j'ai donné toutes les bonnes nouvelles aussi à tout mon monde. Et ça, c'est très drôle parce que moi, je connaissais Isabelle il y a 30 ans, ou à peu près. Oui. Et c'est ce qui nous a remis en contact. Mais c'est merveilleux ce qui est arrivé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas le seul. Il y a énormément de gens qui ont,
voyons, c'est facile à dire, là. Il y a beaucoup de gens de différentes époques de ma vie qui ont ressurgi, tu sais. Puis qui ont ressurgi pour me dire « Mais je t'ai toujours tellement aimé. Tu es tellement une personne formidable. » Et c'est extraordinaire. Donc, la première chose, c'est que ça a été une déferlante d'amour. Vraiment, là, tu sais, je suis naïve un peu, mais là, j'avais vraiment pas vu venir ça. Ça a été tellement d'amour que ça a été, tu sais, c'est vraiment le traitement, un traitement extraordinaire. Tu sais. Et pourquoi se priver du soutien de ses proches? C'est pourquoi vivre tout seul dans l'aigreur et la douleur alors qu'on a justement un réseau qui peut nous soutenir et nous aider à traverser des épreuves. Donc ça, c'est la première chose. Mais il y a bien d'autres choses. Oui, c'est ça. C'est sûr, c'est sûr. Ça a eu des conséquences pour d'autres personnes. Mais justement, oui, c'est ça. Ben, en fait, il est arrivé de... Oui. Écoute, ici... oui, je dirais que il y a deux affaires extraordinaires qui sont arrivées. C'est que, premièrement, j'ai eu accès. Les gens ont profité de ce message-là pour me faire des confidences. Et pas une, pas deux, là, des dizaines de personnes m'ont écrit en privé pour me raconter leur propre maladie, qui n'était pas toujours du cancer, et la façon qu'ils avaient eu de le tenir secret. Le choix qu'ils avaient eu, puis comment ils regrettaient, puis que mon message était comme une révélation pour eux, puis qu'ils disaient pourquoi, tu sais, j'ai traversé ma maladie dans un, justement, torrent de difficultés et tu fais tellement bien. C'est vrai, je salue ton initiative, c'est merveilleux. Et là, ben moi, je me suis retrouvée un peu dans le rôle d'Oprah, c'est-à-dire que, tu sais, peut-être pas Oprah, mais en tout cas, je me suis retrouvée dans le rôle de cette confidente-là qui reçoit un paquet de secrets. Ça, tu sais, mais je pense que ça leur a fait du bien à ces gens-là, d'une part. Mais ce qui est arrivé aussi, c'est que ça a un peu voyagé au-delà des frontières. Tu sais, j'avais quelques amis aussi à l'étranger et ça s'est promené un peu, cette affaire-là. Et il y a des gens qui m'ont demandé, que je ne connaissais pas, qui m'ont demandé d'utiliser mon message, justement, parce que ils ne se sentaient pas capables d'écrire exactement, de choisir les bons mots pour raconter leur affaire. Donc, ils ont dit, est-ce que je peux prendre ton message et l'adapter pour ma situation à moi? Tu sais, puis moi, évidemment, j'ai dit oui. Là, bien sûr, faites ce que vous voulez, ça appartient à... C'est public, là. Mais c'est ça. J'ai senti que pour beaucoup de monde, ça avait été... en fait, pour ceux qui vivaient une situation similaire à la mienne, ça donnait une espèce de petit go, tu sais, pour dire, ben oui, c'est pas si effrayant que ça. Mais oui, c'est simple. Tu sais, la parole est tellement bénéfique à comparer au silence, d'une part. Et puis là, maudite merde, ça y est, ça m'arrive. Là, il y avait une deuxième affaire que je voulais dire, je m'en souviens plus. Mais ça, c'est la chimiothérapie, parce que normalement, je suis vraiment là, tête, là, tu sais. Oui, non, c'est ça. Alimenter ton travail, peut-être? Oui, bien ça, évidemment, mais ça, c'est... Parce que là, pour une auteure de théâtre, de recevoir des confidences en vrac, c'est... Ben oui. Normalement, tu cours après ça. Ben oui, c'est ça. Mais moi, tu sais, je veux dire, je marche à la rue, puis ça alimente mon travail. Ça fait que, tu sais, je veux dire, c'est sûr que je ne serai plus jamais la même personne, j'écrirai plus jamais de la même façon. Tu sais, c'est sûr que l'expérience en général, mais cette affaire-là, cette relation-là, je l'ai retrouvée, ce que je voulais dire, cette relation-là avec Facebook, avec tous mes amis, avec mon réseau, a changé, tu sais, ma perception des relations avec les humains carrément, tu sais, carrément. Puis ce que je voulais dire, Crime, c'est encore en train de m'en aller. On dirait qu'elle ne veut pas. C'est parce que, si je suis gênée de le dire, parce que c'est comme un compliment qu'on m'a fait. Mais souvent, les gens m'ont dit, tu nous as outillés pour faire face à cette affaire-là. Puis, mais moi, je n'ai pas dit que je voulais faire, là, tu sais, puis je suis, tu sais, je veux juste
vraiment mettre ça au clair, tu sais, moi aussi, je suis mal à l'aise quand quelqu'un vit quelque chose de dramatique, tu sais. Puis moi non plus, je ne sais pas trop quoi dire à quelqu'un qui a une mauvaise nouvelle à me partager, puis tout ça, tu sais. Puis c'est pour ça que la personne qui vit la difficulté, quand elle l'exprime clairement, puis qu'elle dit, voilà ce dont j'ai besoin, tu sais, c'est un facilitateur pour tout le monde, tu sais. Mais ça me laisse quand même, tu sais, comme leçon de vie, là, tu sais. Ça me dit quand même que moi, je ne sais pas. Puis, tu sais, habituellement, l'être humain, quand il ne sait pas trop comment agir, il choisit le statu quo. Il dit, je ferai rien, je dirai rien. Comme ça, puis souvent, rien dire, rien faire, c'est pas, ben ça aide pas les autres, tu sais. Alors, je pense que la meilleure affaire quand quelqu'un qu'on connaît vit quelque chose de difficile, c'est d'y demander de quoi as-tu besoin? Parce que peut-être n'a-t-il pas pensé qu'il pouvait l'exprimer clairement puis que c'était pas si difficile que ça. Je ne sais pas, on est rendu à combien de temps, mais moi, j'arrive un peu à la fin de mon idée. On est pas mal sur la fin. On est sur la fin parce que ce que je voulais vous dire, je ne sais plus où sont mes pages. Vous voyez, c'était pas une conférence sur la survie, c'était une conférence sur les médias sociaux. En fait. Oui, c'est ça. On vous a eu, hein? Non, mais en fait, c'est vrai que j'aurais dû utiliser le mot survie plus souvent parce que c'était une question de survie pour moi. C'est clair. Tout à fait. Tous ceux qui le vivent aussi. Hein? Oui, oui. Donc, puis moi, ça fait longtemps que je vis proche du cancer, puis c'est toujours un problème d'être capable d'en parler et que les gens comprennent aussi qu'il y a des moments où tu n'es pas fonctionnel. Oui, De tout à fait. comprendre qu'à la dernière seconde, oui, tu vas annuler le souper, oui, tu vas annuler le party, oui, parce que il faut que ça soit exprimé, sinon, C'est ça. t'es pas bien, Non, c'est ça, c'est ça. tu peux pas affronter le monde. Tout à fait. Alors, quand Jacques il m'a demandé de faire la conférence, moi, j'ai dit, tu sais, j'ai pas vu la lumière blanche, tu sais, j'ai pas, je suis pas, oui, j'ai dit, je pourrais pas, tu sais, arriver puis dire aux gens, tu sais, tu sais, il me semble qu'il faut, quand on parle de cancer ou de trucs comme ça, tu sais, il faut dire des choses très, très importantes. Puis moi, je ne suis absolument pas devenue quelqu'un de sage qui peut dire des choses importantes. Alors, ça ne sera pas ça, ça te dérange-tu, tu sais? Il dit, non, c'est bien correct. Mais il dit, non, c'est pas ça le but. Alors, moi, comme c'est pas le but et que j'ai beaucoup l'esprit de contrariété, je vais faire une grande leçon de vie. Alors, la grande leçon de vie quand même, qu'est-ce que le cancer et la survie m'ont apporté? C'est, puis là, ça va être quétaine, là, ça n'a pas de bon sens, parce que c'est ça, des grandes leçons de vie, c'est toujours quétaine. Mais c'est vrai, tu sais, puis vraiment, c'est du fond de mon fond. Ça m'a apporté la rage de vivre, tu sais. Puis que, comme le dit ce gars extrêmement sage, là, Heineken, Tequila, pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. La vie nous est prêtée. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'en aller. Si tu as le goût de voir la mer, va en Gaspésie cet été. Si... Parle la fille de New Richmond. Hein? Dit la fille de New Richmond qui va en Gaspésie cet été. Si tu as des projets, fais-les, tu sais. Dis à ceux que tu aimes, que tu les aimes. Puis, c'est ça. Alors, c'est ma grande leçon de vie. Ça ne change pas le monde, sauf que... Oui, c'est ça. Alors, je pense que c'est ainsi que s'achève cette conférence. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Merci beaucoup.